Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jennifer Gaillard. Bonjour. Jennifer, voilà, je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. De rien. Voilà, soyez la bienvenue. Donc vous appelez Jennifer Gaillard. Est-ce que vous êtes la sœur de Rémi Gaillard? Pas du tout, absolument pas. Pas clown, Non plus. comme lui. Donc nous vous avons invité pour rebondir là sur le reportage qui a eu lieu et la série de papiers qu'a fait la Glorieuse en 2020 et 2021 sur l'affaire Orchestra, que vous avez suivi peut-être. Bien sûr. Donc vous êtes délégué syndical du personnel, élu au CSE et élu à la commission santé et sécurité C'est ça. de l'entreprise. Donc le sujet, pour ceux qui n'ont pas vu le sujet de complément d'enquête, c'est un sujet qui questionne sur le jugement du tribunal de commerce de Montpellier et sur le respect des engagements de Pierre Mestre par rapport à l'entreprise, par rapport aux salariés, voilà, par rapport à l'amendement Covid. Toutes ces choses-là, plein de questions sont posées et qui pour l'instant restent un peu en suspens. C'est ça. Voilà, donc avant vous siégez au conseil d'administration. Donc depuis que la nouvelle société a été, depuis qu'on a annulé la dette de M. Mestre de 650 millions d'euros et qu'on a donné à une nouvelle société qui s'appelle Newwick, qui est une société de droit luxembourgeois, donc vous ne participez plus au conseil d'administration. Parce que le conseil d'administration n'autorise pas, comme le droit français, la participation du comité d'entreprise au conseil d'administration. C'est exactement ça. En fait, quand on a changé de société, j'ai interrogé le DRH lors d'une réunion CSE pour comprendre pourquoi je ne siégeais plus au conseil d'administration. Il m'a dit que tout simplement ça ne faisait pas partie des statuts et que ce n'était pas une volonté de la direction à ce que j'y siège. Voilà, donc Jennifer, vous avez 36 ans, vous êtes originaire de Marseille. C'est ça. Un BEP dans les chevaux de course. Surprenant. C'est curieux, les chevaux de course. C'est ça. Pourquoi les chevaux de course? Le challenge. Ça vous plaisait, les chevaux Voilà, de course? la compétition, le challenge. Et vous étiez sur le cheval ou... C'est ça. Ah oui, Oui. donc vous étiez jockey. En obstacle. D'accord. Vous êtes rentré dans l'entreprise il y a 7 ans, vous êtes responsable d'un magasin à Pertuis, vous êtes impliqué à fond dans la défense des salariés, à tel point que vous me dites, mes vacances, je n'en ai pas pris l'année dernière, c'était en plein plan social, j'ai passé mes vacances tous les jours au téléphone avec les salariés d'entreprise. C'est exactement ça. En fait, quand on est élu au CSE, on est élu par les salariés dans leur intérêt. Donc après, c'est un choix de me dire que voilà, ils m'ont fait confiance au moment du vote et qu'aujourd'hui, ils comptent sur moi pour les défendre, ce que je fais pleinement. Donc vous m'avez fait rire parce que pendant vos heures de détente, vous m'avez dit je casse des murs. Voilà, faire des travaux, ça me détend. Casser des murs, ça détend aussi? Oui, ben, il faut évacuer la pression. En fait, c'est une société où il y a énormément de problématiques, où on absorbe le mal-être des salariés. Et si on n'a pas une soupape de décompression, en fait, j'ai pas envie de finir en burn-out comme bon nombre de salariés dans l'entreprise, malheureusement. Donc voilà, casser des murs, c'est mon moyen de détente aujourd'hui. Voilà, donc vos passions, c'est le ski à la randonnée, le ski et la randonnée dans le Verdon, en période de non-foule. Donc en ce moment, c'est un peu râpé, pas de ski, pas de randonnée. Et sinon, vous lisez le Code du travail, c'est votre Bible. Exactement. C'est particulier, Bon courage. mais aujourd'hui, en fait, pour défendre les salariés, il faut connaître le droit. Et donc, du coup, c'est un sujet très intéressant. Hein. Bon, qualité, vous ne lâchez rien. C'est ça. Jamais. C'est pas ma vie professionnelle qui me nourrit, c'est mon combat. Exactement. Vous respectez le droit et vous allez plaider les dossiers des salariés personnellement. Alors, en tout cas, pour ceux qui sont à proximité de chez moi, hein, parce que j'ai fait donc, le mien personnellement sur une discrimination syndicale, que j'ai plaidé tout seul face à un avocat de l'entreprise spécialisé en droit du travail. J'ai gagné. 3 salariés du magasin de Digne-les-Bains se sont vus licenciés suite à la fermeture de leur magasin en n'ayant pas respecté les calendriers de procédure. Donc du coup, ils n'avaient pas les moyens financiers de pouvoir se payer un avocat. Donc je leur ai proposé mon aide, c'était à 1h30 de chez moi. Donc voilà, ça m'engageait des frais supplémentaires, mais je me devais de le faire, ne serait-ce que pour montrer à la direction qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient comme ils voulaient, en toute impunité.
On est passé en bureau de conciliation, on n'a pas concilié. On est passé en bureau de jugement, les juges ne sont pas mis d'accord. Donc on est parti en départage et c'est un juge professionnel qui a tranché l'affaire et qui a estimé effectivement que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Défaut, vous me dites, je dis tout ce que je pense. Exactement. Alors je voudrais vous féliciter parce que des gens qui disent tout ce qu'ils pensent, il y en a de moins en moins. La politique de l'autruche, après, nous dans notre société, c'est vrai que c'est un peu ça. Les gens pensent beaucoup de choses mais personne ne dit rien. Moi j'estime que Pierre c'est une personne comme une autre, c'est sa société, on y travaille tous les jours on donne le maximum de nous-mêmes et je vois pas pourquoi on ne le dirait pas quand il fait des choses qui sont pas bien. Voilà, donc en préambule je voudrais vous dire que j'ai contacté 2 fois Pierre Mestre et 2 fois, la première fois il m'avait répondu qu'il me donnait un rendez-vous et puis au dernier moment il a annulé et la deuxième fois il m'a pas répondu. Normal. Donc on va partir sur le numéro 931 de la Glorieuse, c'est le prochain numéro, donc il sort mercredi. Donc on revient sur les affaires montpelliéraines, sur une semaine très critique. Comme disait Chirac, les emmerdes volent en escadrille, Delafosse, pas vraiment Gaillard. On a titré ça. Voilà, parce que votre homonyme Rémi Gaillard est un petit peu le clou dans la chaussure du maire de Montpellier. D'accord. Voilà, donc revenons sur un autre article, la gratuité pour les moins de 26 ans, le tram en arrière toute. Voilà, le mal logement, le cauchemar des marchands de sommeil, les 7 mercenaires, les maires de l'Est se révoltent, et on revient dans notre rubrique là, sur les Ils sont d'ici, sur les personnages anciens montpelliérains, sur un montpelliérain du XVIe siècle, Ponce Augustin à l'aise, polygraphe époustouflant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un polygraphe, c'est un auteur qui écrit sur des domaines variés. Voilà. Jennifer, complément d'enquête, a-t-il relancé ce processus de mobilisation autour d'Orchestra? En tout cas, je l'espère. J'espère que ça va interpeller les pouvoirs publics parce que aujourd'hui, on a tenté les journalistes. Aujourd'hui, hormis votre journal qui a osé parler de ce qui se passait dans notre société, la plupart y ont mis les formes. On a été très politique dans les articles. On n'a pas voulu de faire du tort à Pierre Mestre. Nous, aujourd'hui, ce qui s'est passé au tribunal de commerce, aujourd'hui, on en subit des conséquences. Il y a eu quand même des gens qui ont été licenciés dans ce cadre-là. Et en fait, c'était bien de mettre à la vue de tous et dans un reportage national, et non pas juste local sur Montpellier, de mettre à la vue de tous un petit peu toute cette magouille qui a été faite. Quel rôle a joué la presse dans cette affaire? La presse a permis quand même de parler de certains sujets. Très peu de journalistes ont pu évoquer les sujets sensibles, à savoir les pratiques de Pierre Mestre. Donc après, c'est vrai que sur Montpellier, on est quand même sur un cercle assez fermé. Sur Montpellier, pour faire entendre les choses, c'est très compliqué. Comment vous expliquez, par exemple, que le Midi Libre et la Gazette de Montpellier, qui sont les 2 principaux médias écrits, pendant 9 mois, ils n'aient rien écrit sur cette affaire-là, qui est quand même un scandale national, effacer 650 millions d'euros de dette à une entreprise qui avait des problèmes financiers depuis très longtemps. Elle a bénéficié de l'amendement de Covid, donc c'est légal, mais voilà, ça pose des questions. Après, Midi Libre, on le sait, Pierre Mestre leur donne des interviews en avant-première, tout se passe en avant-première avec eux. Donc c'est des gens qui sont quand même assez proches de Pierre Mestre, donc ils n'allaient pas dire du mal de lui. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est pas à cause du Covid qu'Orchestra avait des problèmes de gestion? Ah non, c'était bien avant, c'était bien avant. On nous a parlé des gilets jaunes. Oui, les gilets jaunes ont accentué aussi. Le Covid a accentué, certes. Mais et les problèmes sont arrivés quand? 2018, je dirais à peu près. Est-ce que l'affaire Orchestra est un exemple de management sans foi ni loi? Management, je dirais plus par la peur. Je dirais plus là-dessus. Par la peur, pourquoi? Parce qu'en fait, on met la pression aux gens pour qu'ils se taisent, on les presse, on les fait culpabiliser, on les met plus bas que terre. Donc c'est vraiment un management par la peur qu'on applique dans cette société. Le coup de passe-passe d'une société en droit français qui s'appelait Orchestra, on est passé à une société de droit luxembourgeois qui s'appelle Newwick, donc qui est affranchie de payer les impôts en France, qui est affranchie du droit social français. Est-ce que pour vous, c'est comment?
une fois de plus, on détourne les règles. Hein. C'est ce qu'on reprochait à l'Otaïm. On nous parlait des îles Caïmans, de l'argent qui venait des îles Caïmans, et au final, il fait pareil. À votre avis, les juges du tribunal de commerce ne savent pas que les sociétés de droit luxembourgeois ne sont pas toujours exemplaires en matière de respect de fiscalité? Je pense qu'ils le savent. Je pense qu'ils le savent. Après, concernant le tribunal de commerce, sur cette affaire, moi je considère que c'est ce que je pense, hein, personnellement. Je pense qu'ils n'ont pas jugé cette affaire en toute impartialité. Les juges du tribunal de commerce, il faut rappeler quand même que c'est des patrons, c'est pas des magistrats professionnels. Et que du coup, sur Montpellier, tout le monde se connaît, et que dans les personnes qui ont siégé au tribunal de commerce, je ne pense pas qu'ils aient pris la décision en toute impartialité. Et selon vous, est-ce qu'on devrait mettre des juges professionnels au tribunal de commerce? Alors, je ne vais pas faire de généralité. Ailleurs en France, les juges peuvent être plus impartials. En tout cas, sur Montpellier, ce qui s'est passé, on en a parlé dans toute la France, dans tous les tribunaux de commerce, on en a parlé. Et aujourd'hui, personne ne comprend qu'avec une autre offre en face, et c'est important de le préciser, parce qu'à la fin du reportage, quand même, de complément d'enquête, le ministre dit oui, si l'ordonnance est appliquée, c'est aussi pour préserver l'emploi et pour éviter que les gens aillent au chômage. Alors moi, je veux bien, sauf que je pense qu'il n'a pas dû voir le reportage correctement et qu'on avait une autre offre en face. C'est pas comme si c'était ça ou rien, en fait. Et ce reportage est une remise en cause des tribunaux de commerce? Pas trop, parce que ça n'a pas fait beaucoup de vagues autour de ça, quand même. On en a parlé un petit peu, mais sans trop appuyer sur le sujet, quand même, au final. Et dans d'autres tribunaux de commerce, je pense que ça ne serait pas passé de la même façon. Ça aurait été juste jugé par des personnes qui ne connaissaient pas Pierre Mest, ça aurait été différent. Parce qu'un affilié qui a perdu plusieurs centaines de milliers d'euros, que j'ai eu au téléphone, m'a dit que cette décision était de type mafieux. Bon, c'est excessif. C'est très imagé, mais après, on n'est pas loin de ça quand même. Sur Montpellier, on voit bien quand on contacte les médias, la presse, c'est très politique quand même. On ne dit pas les choses telles qu'elles se passent. Alors qu'ailleurs, ça se passerait différemment, tout simplement. Comment était le management chez Orchestra ces dernières années? Il s'est jamais amélioré. En fait, on a demandé une expertise de risque grave il n'y a pas longtemps, donc fin d'année. Parce que justement, moi je voyais les gens partir en burn-out, en dépression, quitter la société parce qu'ils étaient à bout. Il en ressort que le management, ça va pas, toujours pas, sauf qu'à un moment donné, ce que j'avais dit à Pierre Mest, c'est que l'exemplarité, elle vient de la tête, et la tête, c'est lui. Pour lui, il manage bien. Moi, aujourd'hui, je ne le considère pas ça de la même façon. Il use les gens. Il les traite très mal, contrairement à l'image qu'on peut voir de lui dans le reportage. Hein. C'est le Pierre gentil. Dans la réalité, c'est tout autre. Il a mis des gens qui se sont démenés pour lui plus bas que terre, qui aujourd'hui sont en plein burn-out, parce qu'il les a maltraités. Jusqu'à les humilier devant des personnes, prendre leur travail, leur déchirer, leur jeter à la figure, quoi. C'est quel type de management, ça? De toute façon, ce que je dis, il manage par la peur. Voilà, de toute façon, il n'y a que lui qui décide, personne n'a son mot à dire. On nous avait dit qu'avec la reprise de New York, les choses allaient changer. Ça ne change pas, quoi. L'équipe engagée, respectueuse des valeurs de l'entreprise. Les valeurs, il a fallu 6 mois pour qu'on me les donne. 6 mois pour me dire plaisir, simplicité, rentabilité, quoi. 6 mois. C'est-à-dire qu'au moment où des personnes ont pris la parole devant France 3, qu'on nous parlait de valeurs d'entreprise, il aura fallu 6 mois pour me les sortir. 3 mots. Et au final, ne pas les respecter. Est-ce que vous pouvez parler du management humain, du responsable des ressources humaines? Alors, les DRH, on en a eu beaucoup qui sont passés. Le dernier qui est en place actuellement, donc il est en CDD, hein, il n'est pas là, on ne sait pas jusqu'à quand il restera. On en a vu plusieurs passer. Lui, l'avantage, c'est qu'il a une expérience quand même avant, parce qu'il vient de chez Danone. C'est quelqu'un qui a quand même de la maturité dans son poste, qui a fait ses preuves dans son poste. Aujourd'hui, je pense qu'il a une volonté de changer les choses, sauf que c'est Pierre qui décide, quoi. Et selon vous, pourquoi l'entreprise est partie en vrille? Parce que personne n'ose dire les choses à Pierre. Parce que les gens qui travaillent avec lui, il n'y a personne qui va s'opposer à Pierre. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils vont baisser les yeux et continuer. Et ils vont accepter. Tout le monde a peur de la réaction qu'il peut avoir, en fait. S'opposer à Pierre, c'est impensable pour les gens aujourd'hui. Leur dire tout simplement ce qu'ils pensent ou leur dire qu'ils ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui ont mis de l'argent dans cette société au moment du passage à New York, qui ont mis de l'argent, qui ont investi de leur argent personnel là-dedans, et qui n'osent pas lui dire les choses, quoi. Parce que dans tous les cas, il avait dit les minoritaires,
Même avec son partenaire historique Gottlieb, ils sont majoritaires eux deux. Donc les autres n'ont pas le droit de parole, tout simplement. Quand est-ce que vous avez senti ce basculement? Vous êtes là depuis 7 ans. Quand est-ce que vous avez senti le basculement de l'entreprise vers une gestion un peu difficile, un peu autocrate, manque d'humanité? Il y a bien 4-5 ans, quoi. Je dirais, ça a commencé progressivement. Vraiment, il y a 4 ans où ça a commencé vraiment à bien se sentir. Et c'est malheureux parce qu'on voit les gens partir, mais vraiment plus bas que terre, quoi. C'est très dur de voir des gens qu'on détruit à ce point-là, en fait. Que retenez-vous en termes humains ces 2 dernières années? En termes humains, bah, humain, on n'a pas... Ça importe peu, en fait. Alors que l'humain, il y avait un patron qui avait dit un jour, j'avais lu dans la presse, prenez soin de vos salariés, prendront soin de votre business. Je l'ai déjà dit en réunion, j'ai essayé de leur faire entendre raison, parce qu'aujourd'hui, c'est les petites mains travailleuses qui font qui se remplissent les poches. Hein. C'est les gens qui travaillent pour lui. Quel est l'état d'esprit des salariés? C'est partagé, je pense que le reportage, quand même, à l'unanimité, tout le monde a trouvé qu'il n'était pas crédible. Surtout quand il a dit non, 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 en coupant la parole à la journaliste, il n'était pas crédible. Tout le monde a été choqué des plus de 20 millions qui devaient au trésor public, parce qu'aujourd'hui, c'est nos impôts qui vont payer ça. Hein. C'est chaque contribuable qui va le payer. Donc les gens étaient plutôt choqués de savoir aussi que ils continuaient à s'enrichir personnellement. Voilà, qu'il y a des gens qui ont perdu leur emploi quand même. Qui ont perdu leur emploi, qui voient aujourd'hui et qui découvrent, parce qu'ils discutent avec des salariés qui sont toujours dans l'entreprise, qu'après s'être fait licencier l'été dernier, on continue à avoir des grands projets, qu'on rénove un siège, qu'on met 90 000 € de budget d'éco, qu'on parle d'un terrain de boule. Alors dans une société où tout va bien, ça peut passer. Mais quand les gens se sont fait licencier comme ils se sont fait licencier, où ils ont galéré à avoir leur solde de tout compte, à avoir de l'argent parce qu'il leur était dû tout simplement, c'est mal perçu. Revenons sur l'entrepôt de Saint-Onès qui est évoqué dans le reportage. Le bailleur ne veut plus louer cet entrepôt, il va devoir rendre les clés. Il s'était engagé donc à garder l'emploi et à garder cet entrepôt aussi, à sous-louer cet entrepôt. Voilà, cet entrepôt. Les engagements qui ont été pris il y a 1 an, on peut les déchirer, quoi. Alors on est passé par plusieurs étapes. Concernant l'entrepôt, donc on nous a dit que l'entrepôt était très bien situé, que c'est un bel entrepôt, que ça allait se bousculer à la porte pour pouvoir reprendre cet entrepôt, hein, tout simplement. Il y avait Royal Canin qui apparemment était fortement intéressé. Donc on nous a tenu plusieurs semaines comme ça en nous disant il y a Royal Canin qui va reprendre l'entrepôt, il reprendra tout ou partie des salariés. L'ensemble des salariés, ça paraissait improbable, mais bon, on s'était dit pourquoi pas, il reprendra une partie des salariés. Au final, on n'avait pas de nouvelles. Donc au bout d'un moment, Pierre Mestre a daigné aller parler aux salariés de l'entrepôt qui s'était engagé à les voir tous les mois, hein, qu'il n'a pas respecté bien sûr. Parce que pour lui, il n'avait rien à dire, donc il n'y avait pas de nécessité d'aller leur dire. Et puis finalement, il a annoncé en CSE qu'on se dirigeait vers un PSE. Donc les gens ont commencé à prendre leurs dispositions, se dire on va peut-être faire des formations en amont, pas attendre d'être dehors et d'être au chômage, hein, tout simplement, ils voulaient rebondir derrière. Et puis, il y a quelques semaines, j'ai assisté à l'intervention de Pierre à l'entrepôt où il disait bon, on cherche un entrepôt. Donc on a tous été surpris parce qu'on passe d'un PSE à on recherche un entrepôt. La question que je lui ai posée, c'est de savoir s'il cherchait réellement un entrepôt, pourquoi il avait vendu l'entrepôt de Saint-Jean-de-Védas, qu'il a vendu au dernier trimestre 2020 quand même, qui lui appartenait. Il a dit qu'il ne savait pas, hein, bien sûr. Et puis là, il nous a annoncé qu'il a trouvé un entrepôt à Lunel-Biel. Donc cet entrepôt, je l'ai visité la semaine dernière. Il y a énormément de travaux à faire pour qu'il soit correct, hein, pour les conditions de travail des salariés. Il y a plusieurs questions qui se posent. Aujourd'hui, on n'a aucun élément. Donc, on nous dit on reprend l'ensemble des salariés. Donc, on est loin des 130 qui étaient initialement prévus dans le plan. D'accord. Il y a des personnes qui ont démissionné, des personnes qui ont signé des ruptures conventionnelles. Donc, aujourd'hui, on serait plus dans les 84, sachant qu'il y a des personnes qui ont demandé des ruptures conventionnelles encore. Ça représenterait à peu près 15-20 personnes, à la louche, comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'affaire qui s'est passée avec la Grèce, là, où le travail... Alors, il avait fait une communication qu'il a envoyée à l'ensemble des magasins, à tout le siège et à l'entrepôt, expliquant qu'il préservait l'emploi des salariés français, ce qui est bien en soi, au détriment des salariés de Grèce, qui allait avoir plus de 100 licenciements. En rentrant en contact avec la Grèce, en fait, on s'est aperçu qu'ils n'étaient pas au courant.
Donc très surprenant. On s'est rapproché de la direction pour avoir des explications, parce qu'on a deux versions. Hein. D'un côté, la Grèce nous dit on n'est pas informé, c'est pas vrai, il y aura pas assez de licenciements. De l'autre côté, la direction qui communique, et Pierre Mestre directement communique à l'ensemble des salariés en disant on préserve l'emploi au détriment des salariés grecs. Bon. La réponse a été oui, mais en fait, c'est des fins de CDD. Il y a une différence à faire. Licenciement, on rend un contrat. Les fins de CDD, on arrête le CDD à son terme, ce qui est normal en soi. Il n'y a pas d'obligation de poursuivre. Donc aujourd'hui, on est un petit peu dans le flou, parce que d'un côté, on nous dit c'est des fins de CDD, alors que dans le communiqué que Pierre a fait, c'était des licenciements. Alors j'ai reçu un message là, d'un monsieur là, qui est chinois, qui a plusieurs usines, plusieurs usines, et je voudrais vous le lire. Vous m'autorisez? Bien sûr. Donc pour moi, c'est catastrophique, le désastre. Ma société est en faillite, j'ai déposé le bilan. Tous mes employés sont partis après 25 ans de bons et loyaux services avec moi. Tout ceci à cause du passif Orchestra. Pierre Mestre me doit 6 millions d'euros de factures impayées. Qui pourrait résister à cela? Qui pourrait résister à une telle perte? J'ai perdu tout ce que j'avais construit. Je lui ai fait confiance. Il m'a trahi. Je ne peux même plus assumer le quotidien de mes enfants. J'étais un roi, je suis devenu un clochard. Je suis devenu un pauvre type. Voilà ce que raconte ce monsieur qui est un Chinois et qui était un des fournisseurs d'Orchestra. Malheureusement, ce n'est pas le seul qui s'est retrouvé dans cette situation, parce que là, on parle qu'on a préservé l'emploi, tout ça dans la société, mais on oublie de parler de tous ces gens qui ont tout perdu. La personne qui a parlé dans le reportage de Saint-Sugré, en fait, il a dû licencier. Et ça, oui, je sais, on s'en fout. Est-ce que vous trouvez normal qu'ensuite M. Mestre raconte qu'il a des Pétrus et des Romanée Conti dans sa cave à plus de 5 000 € la bouteille? La pilule est dure à avaler, en fait. Est-ce qu'un propriétaire doit rembourser sur ses biens propres lorsqu'il a des dettes comme ça? En fait, moi, je suis très surprise que même le Trésor public, après avoir perdu plus de 20 millions quand même, que personne n'aille sur la faute de gestion. C'est assez surprenant. Parce qu'au final, c'est nos impôts qui vont payer. Et j'arrive pas à comprendre comment personne ne réagit. Quoi. Il y a des liens entre Orchestra et Verchamp. Et Orchestra a prêté beaucoup d'argent à Verchamp. Il y a des liens financiers. Et ça, le tribunal de commerce n'en a pas fait cas. Non, mais c'est tout comme quand on faisait les séminaires avant. Tous les ans, on avait un séminaire organisé. Le dernier qu'on a fait, la situation financière de l'entreprise n'était pas terrible. On aurait pu louer notre lieu à moindre coût. On a loué à Verchamp. Pourquoi? Parce que l'argent Orchestra, Pierre Mestre. Croyez-vous au projet de reprise d'Orchestra par New Work? J'aurais aimé me tromper et me dire que voilà, il allait changer sa gestion, nous montrer qu'il avait changé, qu'il allait être plus prudent. Aujourd'hui, nos craintes se confirment. On voit cette gestion, il y a un flou total sur la partie financière. Nous, on vit des réunions où on a un directeur financier qui vient un peu les mains dans les poches en réunion. Il est venu pendant 3 mois sans aucun élément, nous disant il y a 18 millions sur le compte, tout va bien. Et nous, on devait le croire sur simple parole. Voilà, parce que plusieurs personnes ont mis de l'argent dans le projet New Work. C'est-à-dire, je vous rappelle que c'était il y a 9 mois. C'est il y a 9 mois que le tribunal de commerce de Montpellier a redonné la gestion à quelqu'un qui avait réussi la gestion de son entreprise, quoi. Donc il y a Arnaud Pellegrini qui a mis de l'argent, qui est parti, Dominique Sanchez qui a mis de l'argent, qui est parti, Thomas Hamel qui était le directeur général, qui est parti aussi. Vous pouvez me confirmer? C'est ça. Aujourd'hui, les rats quittent le navire. C'est exactement ça, en fait. Des gens qui ont mis de l'argent, peu importe le montant, en fait. C'est des gens qui, pour moi, devaient croire au projet. Qui y croyaient, sinon on n'investit même pas 1 euro. Ils y ont cru, et puis ils sont partis quand même très rapidement, parce que comme vous dites, c'était il y a 9 mois, quoi. C'est pas il y a 10 ans, c'était il y a 9 mois. Donc même les gens qui ont mis de l'argent dans cette société n'y croient plus. S'ils y croyaient vraiment au projet, ils seraient toujours là aujourd'hui. Que faut-il faire pour que cette entreprise soit bien gérée? Je pense que Pierre, de vouloir toujours être aux manettes et à dire que c'est grâce à lui que la société va pouvoir remonter, je pense qu'aujourd'hui, il serait intéressant soit qu'il prenne sa retraite anticipée et qu'il laisse les rênes à quelqu'un d'autre,
Mais aujourd'hui, tant qu'il sera décisionnaire de tout, il prend des décisions comme ça, sur un coup de tête, voilà, sans réfléchir aux conséquences. Là, on voit, c'est une nouvelle fantaisie de vouloir refaire le siège à des budgets exorbitants à mes yeux. Il ne change pas en fait, il change pas. Est-ce que la priorité c'est de faire un terrain de boule? Absolument pas. Alors je crois que le terrain de boule ça a été la goutte d'eau de trop. Voilà, qu'on nous dise on refait un siège parce que l'entrepôt, on avait des bureaux à l'entrepôt où les salariés qui travaillent là-bas, il faut bien les faire rentrer dans le siège aujourd'hui. Donc on rajoute des cloisons, on rajoute des bureaux, pas de difficulté. De là à vouloir se payer le luxe de mettre une cafétéria parce qu'il a un partenariat avec Bureau Co, où il a aussi investi de l'argent. Mettre ça sans faire de sondage, savoir si les gens vont y aller, avec des coûts astronomiques à plus de 60 000 € de budget pour de travaux, sans être sûr que les gens vont aller manger là-bas. Je ne pense pas que c'était la priorité. Déjà, la priorité, c'est commençons par bien traiter nos salariés, leur dire bonjour et les respecter. Et je pense que le budget d'éco de 90 000 €, ce n'est pas nécessaire non plus dans notre situation. Comment voyez-vous le Mundillo montpelliérain de Marseille? Le Mundillo, le microcosme montpelliérain. Bah, c'est très fermé, hein. J'ai l'impression que plus c'est gros, plus ça passe ici. Hein. Voilà. Un peu comme à Marseille, quoi. Ouais, quand même, Montpellier, j'ai l'impression que c'est pire qu'ailleurs, vraiment. C'est très très particulier. Hein. On a l'impression d'être fermé, on ne peut rien engager. Toutes les procédures qu'on peut faire, on est sûr de les perdre, même si on a raison. Est-ce que vous avez reçu des pressions, comme beaucoup de protagonistes de l'affaire? Non, des pressions, c'était juste au moment du choix entre les deux offres, hein, parce que le CSE a dû se prononcer et dire l'offre qui se tenait. On a tous eu un petit peu notre lot de pression. Hein. Après, on a fait le choix qui nous semblait le plus juste. Hein. On a eu deux offres qui se sont présentées à nous. Pierre Mestre est venu présenter l'offre de New York au CSE. Nous avons eu Hervé Guilloni qui a présenté l'offre d'Alotaïm. Et d'un côté, on a quelqu'un qui nous parlait d'humain, de plan de carrière dans l'entreprise, de formation qui était vraiment axé humain. Et d'un autre côté, on avait Pierre Mestre qui est venu nous parler de ses 10 plus grands affiliés, ses 10 plus grands fournisseurs, ses 10 plus grands cadres dirigeants, et de sa femme Chantal Mestre, et qui n'a pas dit un mot pour les salariés. Donc clairement, le choix a été plutôt vite fait. Quelqu'un qui vient avec du cash. Et d'un autre côté, on a quelqu'un où tout son plan est construit sur du crédit. Donc nous, on l'assimile un petit peu aujourd'hui à CTLM, hein, crédit à la consommation. Et voilà, donc on a été surpris, oui et non, on lui redonne sa société. On a été surpris parce que pour nous, il y avait une offre en face qui tenait la route. Et non, parce que c'est à Montpellier, qu'on savait que Montpellier, ça passerait. Voilà. Ok. Alors vous savez, à la Glorieuse, on termine par la question chapeau. Donc, vous tirez une question du chapeau, vous la lisez fort, hein, pour qu'on entende bien, parce qu'elle est longue. Ah oui. Voilà. Alors, Pierre Mestre, c'est un peu Scarface. Scarface. Je parle pas trop l'anglais. Hein. À Montpellier, il y a le pouvoir, l'argent, le tribunal de commerce dans sa poche. Le maire PS, les Verts ont voté un agrandissement de son château. À quelles conditions vous pourriez-vous aplatir? Vous aplatir. Vous aplatir, oui. Rentrer dans le rang. À quelles conditions pourriez-vous entrer dans le rang comme tout le monde? Comme tout le monde le fait à Montpellier? Ben, je le ferai pas. Je le ferai jamais. Vous n'êtes pas achetable? Non. Tout le monde a un prix, c'est ce que Pierre m'a dit. Ouais, Pierre Mestre me l'a dit, tout le monde a un prix. En fait, le truc, c'est quoi votre prix? J'en ai pas. J'ai des valeurs et je respecte mes valeurs. Donc aujourd'hui, je me bats pour ce qui me semble juste. Que ça plaise pas, c'est pareil. Voilà, tout simplement. Donc j'ai eu des propositions de postes que j'ai pas acceptées. On m'a fait des propositions, je ne les accepterai jamais en fait. Moi, j'ai un désir d'évolution, mais parce que je le mérite et pas parce qu'on veut m'acheter. Et surtout, acheter mon silence. Voilà. Vous avez quel genre de proposition? On m'a proposé de prendre en charge une formation de juriste. On m'a proposé un poste de responsable recrutement et formation. J'ai un BP dans les chevaux de course quand même. Hein. Donc voilà. Et puis me dire que tout le monde a un prix aujourd'hui. Sauf que le mien, il n'y en a pas. Donc vous n'êtes pas, c'est pas négociable. C'est pas négociable en fait. Bon, je ne ferai pas comme les gens qui ont pour un chèque partiront en fait. Je partirai quand j'aurai fini ma mission et aujourd'hui elle est loin d'être terminée. Hein. Vu le chantier, j'en ai encore pour quelques temps. Très bien. Voilà. Je vous remercie. De rien.